Charles-Maxence Layet, je suis journaliste scientifique indépendant. J'ai connu Michèle Rivasi à partir de l'année 2005. Lorsque Michèle est passée députée européenne en 2009, elle m'a proposé de venir travailler avec elle au sein du Parlement européen. Michèle a été impliquée sur les questions de pharmacovigilance et de médicaments. Au niveau du fonctionnement européen, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toute institution, tout groupe de travail, toute agence fonctionne avec des comités qui sont composés d'un représentant par pays. Donc, aucune décision à l'échelle européenne se fait dans l'ignorance d'un pays. Chaque pays participe aux discussions via ses experts. Comment s'organise la pharmacovigilance à l'échelle européenne? On rencontre autant des représentants de l'industrie que des gens d'associations ou d'autres qui vont souligner le fait que ça ne marche pas. Il y a des trucs en tout cas qui ne marchent pas bien. On avait rencontré des représentants de l'industrie qui disaient qu'évidemment ils n'étaient pas trop en faveur d'une pharmacovigilance qui leur augmentait des niveaux d'obligation et qui allait leur coûter cher. C'est logique. C'est la première fois qu'on était confronté à ça, enfin qu'on en entendait parler, ce qu'on appelle les fast tracks. Donc les fast tracks, c'est des procédures allégées, des procédures accélérées d'autorisation. Parce qu'en fait, leur logique, la fameuse histoire qu'il faut 15 ans pour faire un médicament, l'idée c'est que 5 ans ça suffit, ou peut-être 7 ans, 8 ans ça suffit, et dans ce cas-là, ils vont plaider pour des procédures fast track, des procédures accélérées, qui vont être plus légères, moins contraignantes, plus rapides. Et ça permet comme ça, tu as moins de fardeau administratif, et puis ça te coûte moins cher. Et donc, du coup, comme ça te coûte moins cher, ça te rapporte plus. Donc ça, c'est un peu la culture, l'état d'esprit qu'on a quand on discute avec des représentants, soit du syndicat des fabricants de médicaments, ou soit des représentants des très grosses entreprises qu'on a pu rencontrer. Au même titre qu'on avait rencontré des représentants d'associations. Donc tout ça, c'était 2009. Et en même temps, on a H1N1 qui déboule en 2009. Et avec les conditions, avec les premières petites puces à l'oreille qu'on peut avoir en termes de marché public très arrangeant ou très compréhensif par rapport aux intérêts de l'industrie. D'accord ? Et là, commence à se mettre en place un truc qui est que une pandémie, en fait, c'est très rentable pour les labos pharma. Des budgets spéciaux sont dégagés, et dans la partie des budgets spéciaux, il y a une partie des budgets spéciaux qui sont là pour acheter des masques, du matériel, ou pour acheter des traitements. Donc le vaccin, légalement, a un statut de médicament. L'intérêt des vaccins pour un labo pharma, c'est que tout le monde soit votre client, même si vous n'êtes pas malade. Si vous dégagez des budgets spéciaux pour fabriquer le plus vite possible des vaccins par rapport à une menace pandémique, et que l'idée, c'est que toute la population soit vaccinée, vous allez avoir mécaniquement un nombre de notifications et de remontées de signalements d'effets indésirables qui va augmenter. Donc, il est irresponsable de ne pas dégager des budgets spéciaux pour augmenter la fiabilité de la pharmacovigilance. S'il y a un budget spécial pour développer des nouveaux vaccins, c'est-à-dire des nouveaux médicaments, même si là, ça concerne, c'est des médicaments qu'on prend avant d'être malade, il faut avoir un budget pour renforcer en urgence la pharmacovigilance de façon à ce qu'on puisse traiter les signaux. Tout le reste, c'est une façon de cacher les choses sous le tapis. Et donc, c'est de la distorsion d'information, c'est de la fraude scientifique, c'est une façon de nier le problème. Donc, parmi les alertes qu'il y avait la question de l'accès à l'information, il y avait la question de l'accès aux données, il y avait la question à quel moment ou au bout de combien d'alertes, de combien de notifications, tout médicament confondu, pour un problème donné ou une maladie donnée, à quel moment le comité pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments va considérer qu'il y a un problème et prendre une décision qui va être « attention, on retire ce médicament du marché ». Un des grands désenchantements qu'on peut avoir, c'est quand on comprend que l'Agence européenne des médicaments, ce n'est pas une agence de santé publique, c'est une agence qui a pour mission de vérifier si le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché est conforme. C'est une agence qui valide les autorisations de mise sur le marché. C'est comme si une agence qui accompagnait les entreprises pour les aider à ce que vous voulez mettre votre produit sur le marché. Très bien, nous sommes des spécialistes de la procédure, nous sommes des spécialistes des critères qui vont s'appliquer. Nous savons exactement qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les 985 pages de votre demande de dossier d'autorisation. Et donc, si vous avez des difficultés pour remplir votre dossier ou pour le composer, nous sommes là pour vous accompagner. Ils ne sont absolument pas dans une question de santé publique, a priori. Ils sont d'abord dans la validation d'un dossier conforme et qui fait que
Bah après, on coche les cases. Ok, on a une étude clinique dedans qui nous dit que c'est bon, très bien, ça c'est fait. On a une étude qui nous dit que ça va. Est-ce qu'il y a une étude sur la pharmacocinétique? Du fait que c'est labellisé vaccin, c'est exempté de devoir fournir une étude de pharmacocinétique. Alors qu'un vaccin est un médicament, et que donc, il y a obligation de fournir une étude de pharmacocinétique pour tout médicament. Donc c'est là où on commence à voir qu'il y a une espèce de cadre législatif un peu sur mesure, spécifique, particulier, qui va commencer à s'appliquer à une catégorie de médicaments, peut-être parce qu'il ne faut pas nuire au marché. En tout cas, il est légitime d'émettre cette forme d'hypothèse. Je suis assez surpris, y compris à l'échelle nationale, puisqu'on a la liste des pathologies ou des maladies qui peuvent être liées à la vaccination, et notamment à la vaccination Pfizer avec les vaccins à ARN messager. Comment ça se fait qu'on n'a pas un suivi sur les thromboses? Comment ça se fait qu'on n'a pas un suivi sur les péricardites? On commencerait peut-être sur les péricardites, mais bon, ça reste quand même très léger. Sur les péricardites, ce qu'on va voir, ou sur les troubles menstruels, c'est que il y a quand même une quantité de notifications, et cette quantité de notifications, c'est quand même un peu plus que la moyenne. Donc, ok, il y a peut-être un problème. Étonnamment, à l'échelle de l'Agence européenne des médicaments, en fait, quand des alertes remontent au niveau d'un pays, le point de vue, dans 95% des cas, du comité pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments, c'est de dire, en fait, non, tout va bien. En fait, avec l'Agence européenne des médicaments, 9 fois sur 10, ça permet de dire, en fait, les pics qu'il y a eu dans certains pays, en fait, on les a pas en Europe, tout roule. C'est surprenant. Assez surprenant, puisque donc, 9 fois sur 10, le fait de compiler les données ensemble, de les rassembler, de les mutualiser, devient la justification scientifique de dire que tout va bien, la balance bénéfice-risque n'est pas remise en cause, et tout peut continuer comme avant. En fait, les données de pharmacovigilance, au contraire des données américaines par exemple, ne sont pas accessibles. Pourquoi ça ne nous concernerait pas alors que du côté des États-Unis, il n'y a pas de secret d'État par rapport au fait que les données sortent, quoi. C'est surtout que tu ne peux y avoir accès que si tu es habilité à y avoir accès. Donc il faut faire des procédures administratives, ou alors il faut être le bon statut, ou alors il faut être le bon médecin, du bon service, du bon endroit dans un pays donné pour y avoir droit. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'entrave et de barrière dans l'accès aux données. Donc ça fabrique une culture du flou, de l'opacité et de l'ignorance, quoi. Donc ce qui fait que quand il y a des données qui sortent, est-ce que c'est les données brutes? Est-ce que c'est des données qui ont été filtrées? Est-ce que c'est des données qui ont été manipulées ou magouillées d'une manière ou d'une autre? On n'a pas les données brutes pour pouvoir vérifier. Des associations qui viennent de la société civile soulignent le problème, interpellent la commission, secouent les puces à des députés européens pour leur dire « on a besoin de vous, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas correct, comment ça fonctionne jusqu'à présent ?» Mais les intérêts supérieurs des labos pharma, qui pèsent en termes de salariés, qui pèsent en termes de nombre de chiffres d'affaires, après, je ne sais pas s'il y a des virements sur tes comptes bancaires dans des paradis fiscaux, ça c'est une autre question et c'est d'autres enquêtes à mener, mais en tout cas, il y a un intérêt supérieur financier de la part des labos pharmaceutiques qui fait que, pour l'instant, touche pas au Grisby.